Bonsoir à tous, merci de votre présence. Alors je vous demanderai juste, sur une petite recommandation s'il vous plaît, pour faciliter la prestation de vos camarades. Vous avez vu qu'on est dans une salle, on est relativement serré, donc je vous demanderai d'être particulièrement silencieux pendant les prestations. Premièrement pour que le jury puisse entendre correctement. Le parti pris a été, il a été décidé de le faire sans micro, même si il y a un petit peu de monde dans la salle, mais pour que la voix soit prise en compte également. Donc soyez particulièrement silencieux s'il vous plaît pendant les présentations. Voilà, donc on va démarrer. On a un certain nombre de présentations des personnes qui sont arrivées en finale. Donc bravo déjà à tous les participants qui sont arrivés à ce stade. J'ai eu l'occasion de... Alors j'aimerais juste, avant qu'on démarre, dire un petit mot. Je me suis fendu également d'un petit texte très rapide, mais pour remercier M. Rollin qui s'est déplacé ce soir pour être le parrain de cette première édition du concours Démosthène. Donc je tiens encore une fois à le remercier. S'il vous plaît, j'aimerais que... Cher François Rollin, c'est avec une émotion non dissimulée qu'il m'incombe de vous accueillir ce soir au sein de l'EG Management School. En effet, qui d'autre pour parrainer cette première édition du concours Démosthène que celui considéré sans nul doute comme l'un des plus grands experts linguistiques. J'espère que vous pardonnerez mon évidente présomption. Je crains de ne pas avoir une prose suffisamment éloquente pour arriver à la cheville de celui qui, de l'avis de nombreux spécialistes du verbiage intempestif, mais non moins savoureux, est passé maître dans l'art de la concupiscence verbale. Je peine donc à réfréner une joie béate à l'idée de vous avoir à nos côtés ce soir. Beaucoup de rôles vous ont habité, tant l'imagination prolifique de votre esprit ne connaît de limite. Il est vrai cependant que deux rôles à jamais inoubliables, bien que séparant les générations, ont marqué les esprits. Tout d'abord, celui qui fit la joie des grands et des petits lorsque, se muant en professeur, arborant sa pipe, vous fûtes pris d'une irrépressible envie de vous perdre dans les méandres de la linguistique au sein du plus drôlatique des palaces, gratifiant ses convives des plus belles envolées lyriques de la télévision française. Ou bien encore, le roi Lot d'Orcanie, pourfendant ses ennemis par ses tirades acerbes et autres circonvolutions idiomatiques, tel un pourvoyeur d'ode dithyrambique à la langue de Molière. C'est grâce au prestige de votre verve, sans contrepétrie aucune, que votre alias est désormais avatar à la postérité, le susnommé professeur Rollin aura toujours quelque chose à dire et que nous serons toujours là pour tendre l'oreille et nous en délecter.
je m'affranchis un instant de mon rôle de pédagogue pour redevenir étudiant et vous dire merci, professeur. Bon, après un discours pareil, c'est difficile d'intervenir. Juste pour vous rappeler que depuis la création du concours, vous avez été vraiment très nombreux à venir assister donc, au concours. Merci beaucoup pour ça. Merci aussi à tous les professeurs qui nous ont aidés, donc le jury, vous pouvez les applaudir aussi. Et encore une fois, à Monsieur Rollin, qui a un rôle très important. Un ou plusieurs. Vous me pardonnerez, je l'espère, d'appeler à la rescousse mon camarade Laurent Baffy, qui a dit, quand on me demande d'où vient mon sens de la répartie, je ne sais pas quoi répondre. Et quant à moi, au moment de parrainer un concours d'éloquence, je ne trouve pas les mots, ce qui tombe très bien, puisque ça va nous permettre de rattraper le retard considérable que nous avons. C'est comme vous voulez. Donc j'ajouterai pas de discours à ce qui a été fait. Voilà, François Rollin fait partie de mon univers, pour pas dire de ma vie, mais de mon univers depuis extrêmement longtemps. C'est un familier de ma pensée, de mon humour si tant est que j'en ai, de tout ce que je peux vivre et ressentir. Donc c'est évidemment une très grande joie et c'était presque un prétexte, ce concours d'éloquence, pour avoir François Rollin. On va maintenant assister aux envolées lyriques, et je vais appeler à chaque fois les candidats. Ça a été tiré au sort par une main totalement innocente, en l'occurrence la mienne. Bon. Ok, je vois l'image. Celui qui nous a ravis de ses diableries, qui m'a fait douter de l'inexistence de Dieu, qui a joué de sa rousseur comme d'une arme diabolique, qui puise ses jeux de mots dans les almanachs du 19e siècle, Victor Steininger. Merci. Bonjour à tous. J'avais noté pour pas l'oublier. Avant toute chose, je tiens à prévenir toute âme sensible. Cette intervention va comporter de nombreux jeux de mots, calembours et autres contrepétries, qui, j'en ai bien peur, ne soient pas d'un très haut niveau. Pour cela, je vous présente mes excuses et demande un maximum d'attention de votre part, car vous en aurez besoin si vous voulez tout comprendre. Pour vous aider, je vous ferai un petit signe, discret bien sûr, après chaque contrepétrie. Donc ce soir, plus que d'habitude, il faudra faire attention aux pattes de micro. Tout d'abord, chose peu conventionnelle, j'aimerais commencer par des remerciements. Car c'est encore au début de l'allocution que vous êtes le plus attentif. Donc je voudrais commencer par vous remercier, Monsieur Ancel, d'avoir créé ce concours et permis à de jeunes andouilles comme moi d'avoir une excellente excuse pour pouvoir dire n'importe quoi devant un amphithéâtre. Voilà, en l'occurrence, on n'est pas son nom. Indignez-vous, c'était le titre de votre bouquin, Stéphane Ancel, pardon. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune raison de nous indigner contre vous. On peut dire en tout cas de Monsieur Ancel qu'il aime vachement son frangin. Merci à vous, Monsieur François Rollin, d'être présent, alors que je sais que vous préparez une nouvelle tournée avec votre groupe, les Rolling Stones.
De plus, Fiat minimise cette patria. Merci à vous, monsieur Lafargue, d'être présent. Et je remercie également les autres membres du jury que je ne peux citer par manque de temps et aussi parce que je ne vous connais pas tous. Un dernier remerciement revient enfin à mon staff, Jules Poinceau et Maxime Requin, ainsi qu'à vous tous, public, et à mes tulipes. D'ailleurs, Maxime Requin, est-ce que t'es Maxime? Voilà, Maxime Requin. J'ai appris très récemment que l'on reconnaissait un rouquin aux cheveux de son père et un requin aux dents de la mère. C'est assez ironique. Je voudrais dire également merci à la... Ah non, pardon, c'est bon. J'arrête ici les remerciements avant de partir à la dérive. Et puis vous savez ce qu'on dit, mesdames, hein, ce n'est pas avec la branche qu'on fait des boulettes. Elle est un peu dure celle-là. Bref, je commence donc. Comme vous le savez tous, nous, finalistes du concours d'éloquence, avons reçu chacun un sujet en latin. Donc 2 choses sont à noter. La première, c'est que j'ai enfin compris à la lecture des sujets pourquoi le latin est une langue morte. Là, normalement, il me faudrait une citation latine pour bien faire. Mais bon. La deuxième est que je soupçonne monsieur Ancel, de son prénom Stéphane, de ne pas avoir assigné certains sujets par hasard. Pour ceux qui étaient présents lors de ma dernière prestation, vous avez noté que le rapprochement entre le diable et la disposition capillaire dont j'ai hérité à la naissance a rencontré un franc succès. Odipanem cat meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Pour les autres, je vous incite à acheter le DVD du concours, dont une partie des fonds est réservée à la fondation Hansel et Gretel. Quelle était donc ma joie de découvrir le sujet. Merci. Bonsoir. Non, ça fait pas partie, ça. Le diable, je suis appelé, j'ai le retour. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Je reprends. Quelle était donc ma joie de découvrir le sujet? Kia nominor Leo. J'ai pas besoin de vous traduire, vous comprenez tous le latin. C'est bon, non? Bon allez, grossièrement traduit, ça signifie « Je me prénomme Lion ». Bien sûr, échappé à personne que l'animal susnommé ainsi que moi-même avons au moins un point en commun. Notre crinière flamboyante. Et notre lionne dans la tanière, qui, pour ma part, va plus chasser au carrefour, sans toutefois me rapporter des savanes. Sans transition, parce qu'il paraît que ça se dit, lors de mon passage au lycée militaire de Saint-Cyr, j'ai aussi appartenu à la gare de Lyon. Ah, je l'avais prévenu. Mon trop grand retard m'a trop souvent été reproché. Et oui, tout comme lui, j'étais parti chasser la gazelle. La suprématie de notre animal au poil roux et soyeux est principalement marquée par ses crocs. Les crocs sont au lion ce que les mots sont à l'homme. Et spiritus grand rex rosam. Les crocs sont sa grande force, les mots sont la nôtre. Toutefois, nous ne devons pas dériver en employant trop de chromos. Sinon nos mots perdent de leur mordant. Je me rapporte également à sa suprématie d'une autre façon. Il m'arrive lorsque je suis en colère de pousser un petit rougissement. Évidemment, les choses qui nous évoquent plus le lion est la royauté. Le lion est le roi des animaux. Je vous renvoie à un documentaire de mes amis de chez Disney. Vous aussi, vous étiez symbole de la royauté, monsieur Rollin. Lorsque vous vous illuminiez de vos maximes latines, grâce auxquelles je suis obligé de dire pourquoi aujourd'hui je m'appelle Lion. Mais maintenant, vous n'êtes plus des nôtres. Vous n'êtes plus de la royauté. Tout comme Diana, vous avez coupé les ponts.
Ce qui ne vaut pas mieux que le prince Charles, qui reste constamment dans son palais, d'où il ne sort jamais. Heureusement pour vous, monsieur Rollin, je pourrais vous aider car j'ai encore plusieurs cordes à mon arc. Avec crescendo, hein. Mais je ne suis pas là que pour vous débiter des jeux de mots plus sophistiqués les uns que les autres. Citation latine, Elisier starum figura tempus. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Excusez-moi, Shakespeare un grand coup et j'y vais. Dia dominor Léo. Cette maxime latine est tirée d'une œuvre de Phèdre. Elle signifie « je m'appelle Léon ». En réalité, son interprétation est beaucoup plus poussée, comme on pouvait s'y attendre venant de Phèdre. Cette citation est souvent employée pour justifier le pouvoir par rapport aux autres. Je vous renvoie à vous, première année, au cours de Stéphane Ancel, avec l'expérience de 1000 grammes, où le courant passait plutôt bien entre deux personnes qui ne se connaissaient pas. Cette citation traduit donc la loi du plus fort. Mais mettons en pause les contrepétries, que certains encore cherchent à traduire. Lions-nous à ce sujet comme des âmes aguerries, ne cherchant point à fuir. Je pense que vous avez noté, je ne m'exprime pas en onomatopée, mais bien en vers, et non contre tous. Évidemment, je ne suis point poète, mais je tousse. Oui, je suis navré, j'ai besoin d'une rime là. Tel le lion de Kessel, la petite référence quand même culturelle. Je me rapproche, des frères Ancel. Et donc des hommes. Mais que dis-je? Je ne suis point un homme, puisque qui a nominor Léo? D'abord, resté bête comme une poule face à une fourchette devant son sujet, il a dû relire tout Darwin, interroger Dieu le toxicomane, puiser au plus profond de lui pour se mettre dans la peau d'un ornithorynque. Et nous convaincre que cette créature a plus d'utilité dans le règne animal qu'une vilaine bécasse présentant ses congénères dans une émission de télé-réalité, il était lui aussi tout à fait légitime. En finale, Julien Manuel. Ah, il est chaud. Pour tout vous dire, j'avais pas prévu de passer après Victor, qui a fait un super truc. Merci. Je pensais avoir bien compris le sujet, je pensais qu'il fallait faire plus une fable ou autre chose, donc c'est ce que je vous ai fait. Les apparences sont parfois trompeuses, et bien mal avisé celui qui s'y laisse prendre. Il y a pas longtemps, un sage philosophe, le plus réputé de son pays, et même hors des frontières, transmettait son savoir à la fine fleur de l'élite étudiante, mais aussi à tous ceux intéressés par la force de l'esprit. Son discours était simple, limpide, chacun en retirait du plaisir et du savoir, car il voulait que cela profite au plus grand nombre. De ses nombreux voyages, il avait ramené un singe qui assistait assidûment à chacun de ses cours. En remarquant le nombre croissant d'auditeurs de son maître, le singe eut une idée. Si chaque participant payait son entrée, la fortune viendrait à coup sûr au bout de quelques mois. « J'ai une belle idée, dit-il à son maître. Faites payer tous ces crevards. On va se faire un max de bif et dans 6 mois on part pour Vegas. À nous les biatchs. » Cette idée ne convenait pas à son maître, qui se contentait de son petit salaire de fonctionnaire de l'éducation nationale. Le singe en ressentait une grande frustration. « Putain, il me fout le seul bâtard !» répétait-il souvent. « La vie de ma mère, je vais niquer. » Quelques années passèrent et le sage vint à mourir, au grand dam de son compagnon. Ce dernier, loin de se laisser abattre, décida de reprendre les cours de son maître, fort des longues années passées à écouter les discours du sage, mais sans en comprendre aucun. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et après quelques efforts faits pour adapter son langage, vint le jour de son premier cours. « Bonjour à tous, chers clients.
Je suis Einstein Luther Gagarin. J'ai étudié à la prestigieuse université d'Oxford au Togo, sous la férule de mon défunt maître. Avant de commencer, j'aimerais vous dire ceci. Ad rarissima horribilis. In veniam aquila. N'est-ce pas? Interpella-t-il un de ses élèves. L'étudiant, sur le moment interloqué, ne comprenait pas la formule et n'osa demander des explications de peur d'être pris pour un inculte et se contenta de la question d'un dernier. Ainsi continua le singe, la tête remplie de formules au sens incertain. Je suis titulaire de doctorat en économie, en mathématiques financières, politique, informatique, en électronique, en journalisme, en droit, en comptabilité aussi, en mécanique des fluides, en thermodynamique, en chimie, en médecine, en géographie, en littérature. En histoire aussi, en littérature anglophone, aussi bien offshore qu'onshore, outsiding, insiding, bien sûr. Mais comme disait mon illustre collègue Jean-Claudius Vandamus, je vous connais, il faut être ovarus, car qui vous pacem parabellum. À chaque question de son public, le singe, d'habile manière, détournait la question et embrouillait l'esprit de ses élèves. Les mois passèrent et sa renommée grandit de plus belle. Il continua alors dans cette voie de manipulation, sans rencontrer jamais d'opposition. Aujourd'hui, lorsque l'on se promène dans les casinos de Las Vegas et dans les clubs de striptease aussi, on peut avoir la chance d'apercevoir un vieux singe qui profite de la vie et de sa fortune. En fin de compte, la seule formule de son maître que le singe avait retenue est « quid quid latine, dictum sit altum videtur » ou « toute chose, dit en latin, semble profonde ». Mon sujet. Il y eut l'homme de Rio, il y aura l'homme de Melun. Qui t'a dans son bec un brie capable de le vendre aux odorats qataris les plus délicats, le poids lourd de l'épreuve. Mesdames, messieurs, bonsoir. La France a peur. Si ce soir je me présente devant vous, c'est que je suis outragé, atterré, profondément triste et surtout inquiet de voir ce qui est devenu le rire. Depuis que Toto n'est jamais revenu de son voyage scolaire à Outreau, le rire n'est plus cet être qui jadis nous éduquait. Qui donc aujourd'hui divertit nos enfants? Qui sont leurs héros, leurs idoles? I had a dream. Non, un cauchemar. Dans ce rêve, j'ai ouvert les yeux à l'aube de l'année 2014. Et j'y ai vu l'horreur. Ce pays qu'est la France, jouissant d'un héritage culturel d'une richesse sans égale, était noyé sous la médiocrité intellectuelle. L'humour n'était plus synonyme de culture et de bon goût. Le théâtre était devenu le plaisir d'une élite, et Jean-Marie Bigard, le comique préféré des Français. Mais pire encore, la télévision, qui aurait pu être un vecteur de savoir, de raffinement et de culture, était le lieu de naissance de la bouffonnerie moderne, la télé-réalité. S'affranchissant des règles de bienséance, cette comédie moderne nous offre tous les ingrédients du théâtre classique. Des intrigues nous tenant en haleine, telles que savoir si Kevin va découvrir le secret de Samantha dans la 14e saison de Secret Story. Des décors ubuesques, un gentil loft en tout préfabriqué s'élevant sur la plaine Saint-Denis. Et enfin, des personnages dignes de la comédie française. Loana et Jean-Édouard. Oui, mesdames et messieurs, la France a peur. Peur de voir que ce qui n'était qu'une farce à ciel ouvert se confond aujourd'hui avec la réalité. Peur de voir que nos petites têtes blondes ne connaissent l'Amérique que par les Marseillais à Miami. Le théâtre, souverain de la boutade, a laissé place à cette farce que nous offre le petit écran. Le roi est mort, vive le bouffon. Dans mon rêve, Public et Voici ont remplacé sur les étals des kiosques Le Figaro et Libération, avec en couverture Ma gloire au sommet de sa gloire. Et cette infamie, étant universelle, nous touchant tous et nous laissant impuissants face à cette idiotie qui nous envahit. Mais si cette vaste supercherie nous fait rire volontiers, que nous apprend-elle? Eh bien rien. Rien.
Henri Bergson a dit « Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. » Et qu'est-ce que de plus humain que ce que nous exposent les manias de la télé-réalité? On se plaît à rire de ces pièces dont le cadre n'est autre que cette fausse banalité et ce quotidien prétendument extraordinaire. Mais elles ont le mérite de mettre en lumière les ressources comiques des êtres que la nature n'a pas gâtés. Jean de Santol a érigé l'adage Castigar ridendo mores en tant que vérité absolue de la comédie, en le sens où il signifiait que le rire châtie les mœurs. Et de nos jours, on peut se demander si ce qui nous fait rire a encore une vertu éducative. Car qui encore peut se prévaloir d'éduquer par le rire, à l'heure où la comédie est le diktat du politiquement correct? La comédie n'est plus seulement l'œuvre des dramaturges, et c'est nos vies qui sont mises en scène. Les médecins, les avares, les gentilshommes de Molière ont laissé place aux ch'tis et aux Nabila dans De Mol. Ce soir, en venant vers vous, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai lutté contre cette peur du ridicule et contre l'idée naissante que je puisse devenir la risée de cette grande maison qu'est l'ESG. Et finalement, je me suis jeté à l'eau. Non mais à l'eau quoi. Celle qui, pour rapprocher les sexes, nous a convaincus d'emporter deux, faisant dans un concours d'éloquence éloge de l'hermaphrodisme. Je ne sais si la France est un homme ou une femme, mais nous savons qu'elle a toute sa place en finale. Alexandra Wirs. Croyez-le ou non, mais l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Elle était jeune, il était vieux. Elle était maigre, il était gros. Elle vivait dans le froid, il était bien au chaud. Elle avait faim, il était repu. Elle était pauvre, il était aisé. Alors que la vie ne lui avait jamais souri, qu'elle vivait dans l'ombre depuis sa plus tendre enfance, et que l'avenir qui lui était promis était hélas dépourvu de tout espoir. L'accès au bonheur semblait être définitivement compromis. Et quand bien même elle venait s'asseoir honnêtement à la table d'un café, tout service lui voyait refuser. Pire, elle était mise à la porte. Était-ce à cause de ses vêtements sales, de son fichu sur la tête, de ses ongles noirs ou de ses chaussures trouées? Fallait-il se présenter en tenue du soir pour prendre un café? Était-ce ce monde ou le nôtre qui dysfonctionnait? Seule, isolée du monde, elle n'avait plus parlé à quiconque depuis des mois. N'attendant plus rien des gens ni de la vie, elle errait de lieu en lieu, sans aucune destination en tête. Tout portait à croire que plus rien ne pouvait la sauver, jusqu'au jour où elle fit la rencontre de cet homme au comptoir de ce café. Lui, peu soucieux des dictats sociaux, s'était indigné en apercevant cette femme chassée hors de ce café. Elle était entrée en tout bien tout honneur, sa pièce de 2 € dans la main, ne cherchant qu'un peu de chaleur. Assise, elle se serait faite discrète et aurait pris plaisir à écouter les conversations des uns et des autres, de ces vies qui lui avaient échappé. Mais même ce plaisir lui avait été refusé. L'homme, assis au comptoir du café, n'a pas pu empêcher de réagir et dans un élan spontané, il a déclaré « Madame est avec moi ». Elle, surprise, lui fit un sourire timide, en signe de gratitude, mais n'osa pas dire un mot. Alors, l'homme prit les devants. Veuf, il saisit cette occasion pour faire plus ample connaissance avec cette femme marquée par la vie. Les heures passèrent et une relation d'amitié commença à tisser. Réapprenant à faire confiance, la femme se laissa aller et lui raconta sa vie de souffrance. À la sortie du café, ils se promettèrent de se revoir et ainsi devinrent des amis inséparables. Une amitié salvatrice qui lui permet d'accéder au bonheur. Ce nouveau bonheur lui permet de s'intégrer socialement, de trouver un travail, de faire de nouvelles rencontres et de se créer un nouveau cercle d'amis. Autant de personnes venues réchauffer son cœur. Une histoire qui confirme que Donec eris Félix multos numerabis amicos. Ou tant que tu seras heureux, tu auras des amis.
Il nous a fait voyager, moi sur son bureau, François Lafargue en vilaine posture, donnant à l'ami extraterrestre Tong Tong Tu la substantifique moelle de l'existence terrestre du XXIe siècle, mais en omettant humblement de mentionner sa brillante prestation. Valentin Courreau. Populus OSG, veniam ad denocte, quia non sum locutus, cur in cam nulla, amet tenent itinerante, quid latin, turca dunus, ex sole, timeoloci, et latinam, amisainare caput autem vidisti, Denique et Amus. Bonsoir à toutes et à tous. Quand Stéphane Ancel m'a appris qu'il y aurait François Rollin dans le jury, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, je suis en finale maman, il y aura François Rollin dans le jury. Quel talent, quel homme, quelle présence, m'a-t-elle répondu. Mais c'est extraordinaire ça. Oh, le destin fait bien les choses. Juste, c'est qui François Rollin? Mais si maman, tu sais, cette star des palaces, l'émission du siècle dernier, ce comique absurde et absolu, avec toujours comme fil rouge ce ton impérieux et doctoral. Monsieur Ancel, vous regrettez toujours pas d'avoir organisé le concours d'éloquence? Non, parce que quand même, offrir la possibilité à chaque élève, le droit de se moquer ouvertement de tous ses professeurs, c'est une chose. Mais en plus de les récompenser pour ça, c'en est une autre. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Ancel et Démosthène, sans qui rien ne serait possible. On n'est pas à Palace ici, n'est-ce pas professeur? Mon sujet. Asinum, fricat. Ouais, déjà nos sujets, on les a eu vendredi soir à minuit, merci Stéphane. Bon, naturellement, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Donc vendredi soir, j'étais en soirée, on était 40 dans un 30 mètres carrés. Bon, j'ai pris un ordi, j'ai essayé de me faufiler un peu entre les gens, j'ai réussi à trouver un ordi, donc j'ai regardé ce que ça voulait dire. L'âne frotte l'âne. Oui, bien sûr. Peut-être n'y avait-il pas que moi qui avais abusé de la boisson ce soir-là. Alors, deux possibilités se sont offertes à moi. Soit je rentrais chez moi et je commençais à regarder les 6 saisons, soit les 459 épisodes de Kaamelott pour y trouver des références. Soit je reprends un verre. Mais de ce que je me souviens, je crois que j'ai repris un verre. Alors, cela veut dire, les imbéciles se congratulent mutuellement de façon démesurée. Ce proverbe se moque donc des personnes qui s'adressent entre elles des compliments outrés. Il a été sorti de l'oubli, comme beaucoup d'autres, par notre fabuliste routinier Jean de La Fontaine. Il est né de l'habitude qu'ont les ânes, réputés à tort pour être idiots, de se frotter l'un à l'autre pour calmer leur démangeaison. On va faire un concours d'éloquence là-dessus. Alors, une petite idée, ma première idée pour illustrer ceci. Samedi soir. Alors, une idée me parcourut l'esprit, en effet une envie particulière d'organiser un dîner en présence de tous mes professeurs. Monsieur Lafargue, bien sûr, ainsi que les deux frères Ancel. Ces trois lumières du XXIe siècle allaient pouvoir m'éclabousser de leur savoir. Je leur proposa ainsi de venir chez moi et ils acceptèrent presque immédiatement. Rassurez-vous, cette fois-ci Stéphane ne s'est pas assis sur le bureau mais bien sûr. Ce dîner en apparence mondain représentait pour moi l'occasion de répondre à mon sujet. Avec tout mon respect, j'allais comparer mes professeurs aux ânes de mon sujet et obtenir une réponse à cette question existentielle. Ce fut un réel échec. En effet, je n'avais pas pris en compte que mes professeurs étaient loin d'être des imbéciles. Asinum fricat. Un deuxième exemple pour comprendre mon sujet. L'autre jour, je me rappelle, Anna et Alexandra, ces deux magnifiques créatures finalistes du concours d'éloquence,
échanger une conversation typiquement féminine. Ah là là, mais que tu es belle aujourd'hui! Ce pantalon, il te fait des fesses, il te va à ravir. Non, mais arrête! Elles sont ridicules, n'est-ce pas? Asinus, asinum fricat. Je me souviens de ce personnage, cet étudiant appartenant à la famille des Neupapes, qui avait, lors du premier passage de ce concours, traité de manière excellente et très réaliste le sujet « Si vous étiez François Lafargue ». Après ma prestation, il m'a dit « Oh là là, que tu as été formidable, formidable !» Je lui ai répondu avec mon honnêteté absolue « Oh mais non, c'est toi qui as vraiment cartonné. » Pouvons-nous parler de deux imbéciles? Je ne pense pas, ou du moins, je ne sais pas. Asinus fricat. Oh pourtant, il fallait que je comprenne comment une telle situation peut répondre à notre sujet. Essayons de comprendre cela avec un dernier exemple. Le pingouin et le bonobo. Alors qu'il marchait dans cette forêt, ne pouvant s'empêcher de se demander « Que serait la Terre si nous nous aimions tous ?» La réponse ne se manifesta pas, mes chers frimous, mais ce pingouin n'en resta pas là et voulut vérifier. Il est vrai que les pingouins ne sont pas habitués à complimenter les autres animaux. C'est pour cela qu'il sortit de son ruisseau. « Salut ma gueule !» cria le bonobo, qui se tenait tout en haut de son boulot. Hésitant, le pingouin répondit « Bonjour mon cher ami, que vous avez l'air en forme aujourd'hui ?»« Pas autant que toi le pingouin, avec ta démarche aussi majestueuse, tu vas faire claquer toutes les petites chanceuses !» répondit honnêtement le bonobo au pingouin. Le pingouin, flatté par ses compliments, s'est vu redorer son amour-propre. Le bonobo se sentit pousser des ailes de géant. Ces deux ignorants n'ont pas compris que leurs compliments ne leur servaient à rien, à part les rendre imbéciles. Valentin Courreau, Asinus, fricat, pardon. Une dernière chose, je voudrais remercier mon staff, donc Guillaume Dujardin, Melchior Burus et Alexandre Morel, qui m'ont bien aidé pour ce sujet. Merci. Perdu entre Sainte-Anne et l'Actor Studio, inquiétant comme Nicholson, drôle comme Nicholson, l'homme qui a vu les extraterrestres, l'homme qui a osé comparer les Ansel au Bogdanov. Lucas Perenstein. Voilà, la charmante. Bonjour à tous. Waouh, la finale du concours Démosthène que nous attendons tous depuis au moins 2-3 jours. Le rythme de mes pulsations cardiaques s'intensifie et la possible peur de rater devant un public aussi extraordinaire que vous, mes frères. Je suis très impressionné. Sum tres impressionum. C'est du latin. Ils sont venus, ils sont tous là. François Lebarge, la terreur de l'Ouest. Les frères Bogdanov, ces êtres venus d'ailleurs, Monsieur Ledru Rollin,
prenez la 9 jusqu'à Bastille, puis vous prenez la 8, c'est la station d'après. Monsieur, madame, monsieur Gutmann, enchanté, je ne vous connais pas. Vous savez, l'étranger est un ami que l'on ne connaît pas encore. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Beati Popere Spiritu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En gros, plus t'es con, plus t'es heureux. Merci Stéphane. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-boogie avant de faire la prière du soir. Serais-je François Rollin? Non, non, Eddie Mitchell. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, moi, quand ma garce de femme est là, ça déménage pas mal aussi. Hier, elle m'a fendu le tibia avec une amphore, la salope. Merci François. Je me rappelle de cet intellectuel qui disait à la fin du 19e siècle, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Non, chers frères et sœurs, je ne vous parlerai pas de ces gens qui, encore aujourd'hui, pensent que l'on peut impunément comparer ses semblables à des chimpanzés, tout juste bons à manger des bananes dans des publications nauséabondes qui ne sont bonnes qu'à emballer le poisson. Je ne vous en parlerai pas. Non, je ne vous parlerai pas non plus des Hutus et des Tutsis. Ouais. Qui se sont entretués, de ces gens amis qui ont tué leurs voisins pour la raison qu'ils n'étaient pas de la même ethnie. Je ne vous en parlerai pas. Non, je ne parlerai pas de ces apprentis sorciers qui n'ont tiré aucune leçon de l'histoire, qui sont prêts à pactiser avec le diable. Et pour quelle raison? Parce que selon eux, la fin justifie les moyens. Une histoire? Pardon. Ces sujets sont trop sérieux, trop angoissants. Et qui a envie d'être angoissé et sérieux aujourd'hui? Pas au concours des Mostènes quand même, hein. Moi ce soir avec vous, j'ai envie d'être simple. J'ai envie d'être heureux. Et de vous faire partager ma béatitude. Puisque c'est ce que veut Stéphane apparemment. Quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Bien mesdames et messieurs, je revendique ce droit. Je veux regarder le doigt. On est tellement heureux quand on s'intéresse à rien. Quand je dis rien, j'exagère. Un peu, il y a quand même des domaines auxquels on peut s'intéresser. La littérature, par exemple. Il y a plein de livres super intéressants. Il y en a tellement, je suis complètement perdu. J'adore la télévision aussi. Je ne loupe pas un épisode de Qui veut épouser mon fils. Une histoire touchante, un amour véritable, des mamans incroyables. Je suis également un féru de musique classique, oui, tout comme vous, monsieur Frédéric. Je connais par cœur toute l'œuvre de Patrick Sébastien. Et on fait tourner les serviettes. J'assiste à des conférences aussi. Jean-Marie Bigard, Jean-Claude Van Damme, Loana, Frédéric Ancel. Ce qui est dit aujourd'hui est du second degré, du troisième degré même. Un grand homme a dit un jour, Spinoza a dit quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, mais il avait raison. C'est ma philosophie de vie, ça. En d'autres termes, pour paraphraser un grand esprit, je dirais que quand on sait ce qu'on sait, et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on... On a raison de penser ce qu'on pense. On a raison de penser ce qu'on pense. J'ajouterais même qu'à celui qui me dit « ferme la porte, il fait froid dehors », je réponds que ce n'est pas parce qu'on ferme la porte qu'il fera moins froid dehors. Je ne suis pas un intellectuel peut-être. Peut-être. Je ne me prends pas la tête. Michel Audiard disait « un intellectuel assis va moins loin que de brutes qui marchent ». Le même Michel, toujours Audiard, faisait dire à l'un de ses personnages « les cons ça ose tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous me reconnaissez? C'est moi, super connard! Quand vous êtes en train de manger un sandwich, je vous dis « eh, tu me passes un croc ?» C'est moi!
Finalement, je ne sais pas si je suis un con, un imbécile, les deux ou aucun des deux. Ce que j'espère seulement, c'est que je ne ressemble pas et ne ressemblerai jamais à ces imbéciles heureux qu'évoque Georges Brassens dans l'une de ses chansons. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités. Avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, c'est être habités. Et c'est être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris, du haut de leurs remparts. La race des chauvins, les porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Merci. Elle nous a fait rêver de beaux athlètes béninois, dont Nicolas... Je peux finir, oui. C'est pas sûr que je l'appelle, hein, finalement. Elle nous a donc fait rêver de beaux athlètes béninois, dont Nicolas Lopez songe encore chaque nuit. D'un pays, en tout cas, qui aurait autant de légitimité démocratique que d'autres ont une légitimité financière à organiser les prochains JO. Anna Albertini, évidemment. En tant que Française patriote, je me suis toujours considérée issue d'une nation ô combien privilégiée, au bon goût indiscutable et avantagée sur de nombreux plans. N'allez cependant pas croire qu'il s'agisse là d'une forme de racisme primaire, loin de là. Parlons plutôt d'une fierté nationale qui aurait tendance à faire tomber dans l'ombre le reste de notre Europe boiteuse. Oui, boiteuse, c'est le mot. Désolé, monsieur Bernelas. Le bilan est d'ailleurs assez accablant. Si on s'y penche de plus près, comment va le reste de l'Europe, je vous prie? Voyons cela. Je vais vous présenter mon prestigieux compte-rendu de l'état actuel de l'Europe, réalisé après consultation d'éminents spécialistes économiques européens. Voyons qui sont aujourd'hui nos voisins. Une Espagne festive, mais chômeuse. Une Angleterre vaste, mais nombriliste. Une Suède riche, mais où on se gèle. Une Italie élégante, mais un tantinet agressive. Une Europe de l'Est bien trop compliquée. La Lettonie et la Lituanie. Vous savez ces pays... Ah oui, pardon. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Vous savez ces pays qu'on a appris en CE2 pour un contrôle de géographie et qu'on ne sait pour quelle raison, personne n'a oublié. Une Irlande saoule, mais rousse. Une Grèce empreinte d'une civilisation de premier plan, mais aujourd'hui, excusez-moi l'expression, carrément dans la merde. Un Portugal travailleur, mais où c'est Movember toute l'année. Les deux sexes confondus, hein, évidemment. Une Hollande verdoyante, mais un Hollande pas très haut dans les sondages. Une Suisse fortunée, mais qui se permet de juger du mauvais caractère des gens. Dédicace à vous, monsieur Rollin, c'était très compliqué à placer. Bref, je ne poursuivrai pas davantage cette longue liste, nous y passerions la nuit. Vous l'aurez compris, l'Europe rassemble une belle bande de bras cassés. Il y a pourtant une nation qui mérite, à mon sens, une étude plus approfondie que les autres. Oubliez ces blagues sur les Belges caractéristiques de la bêtise humaine. Je vais vous dire, exploiter à tout va les clichés m'a toujours répugné. C'est pas du tout mon genre. Voyez-vous, je ne fais pas partie de ces Français moyens capables de dénigrer une nation à partir de simples préjugés et de jugements lancés à l'emporte-pièce. Où en étais-je? Ah oui, la Belgique. Vous n'êtes pas sans savoir que toute bonne présentation d'un pays commence par l'introduction d'informations essentielles, telles que sa superficie ou sa démographie. Vous ne me croyez pas? Je vous renvoie à l'excellent ouvrage « La géographie économique au concours ». Rédigé par un
expert mondial, reconnu et considéré comme fer de lance de l'élite intellectuelle française du XXIe siècle. La Belgique. La Belgique, donc, ne nous dépasse ni en superficie, ni en démographie. En effet, sa taille est presque comparable à celle du Bénin, mais je ne vais pas vous en reparler. Comptabilisons donc les points. On va faire une espèce de VS, de concours, donc de versus entre notre pays et celui de la Belgique. Pour l'instant, nous sommes à 1-0. Maintenant, en tant que ESGN sérieuse et accomplie, soucieuse de la place de ses études dans son avenir professionnel, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la bière. Il faut dire que les Belges nous ont nettement surpassés au niveau de la production de bière. Quand en France, nous brassons la bière du sanglier, en Belgique, ils brassent la bière lèvre. Effectivement, ils sont au-dessus. Le bar d'à côté ferait mieux d'être tenu par des Belges que par des Français. Que par des Chinois. Je dois donc leur accorder un point. Au niveau de l'alimentation maintenant, la gastronomie française est de renommée mondiale. Américains, Turcs, Chinois, enfin tous, rêveraient d'être en face d'une assiette française. Des spécialités qui font toute notre renommée. Les escargots, la ratatouille, les cuisses de grenouille, le pâté en croûte. Enfin bref, voyons les arguments de notre chère Belgique. Chocolat, gaufres et frites à profusion. Mais attention, n'allez pas croire que ce sont des frites comparables à celles de McDo qui se refroidissent en 2 minutes avant qu'on ait fini notre Big Mac. Fermez les yeux un instant. Je vous prie, imaginez-le. Ce cornet belge débordant de délicates frites, dorées, à la croustillance frémissante, dégageant un aura de chaleur, douce, accompagnée d'une délicieuse odeur de pommes de terre fondantes. Vous en saisissez une et l'amenez jusqu'à votre bouche. Et là, c'est l'explosion gustative. C'est la folie des papilles, que dis-je? C'est l'orgasme culinaire qui ferait avoir un AVC au Yves Cambord et au Cyril Le Lignac. Tout le croquant et le pomme d'arbre. On va dire du coup 2-1 pour les Belges. Architecturalement parlant, mot très compliqué à prononcer. C'est indéniable, la France se hisse au-dessus de la Belgique. En même temps, quand on a chez soi la Tour Eiffel, le Louvre, la Maison Carrée, l'Arc de Triomphe, les arènes de Nîmes et l'Obélisque, la France ne finira jamais de faire rêver ses touristes. Pour avoir visité Bruxelles une fois, je vous assure que leurs monuments font pâle figure en comparaison des nôtres. À vrai dire, leur fierté nationale, le Mac and Peace, est haut de 45 cm et représente un gamin urinant à même le sol. Vous m'excuserez, mais à titre personnel, j'ai fait relativement mieux comme immense fierté. Désolé les Belges, mais ça fait de partout. Pour ce qui est de l'univers musical maintenant, la poésie. Dans les patriarches de cet univers, nous avons nous, côté français, qui a quand même provoqué des suicides lors de sa mort, une empreinte terrible qu'est Claude François. Celui-ci devant faire face à un homme, enfin non, une légende, au grand Jacques, le grand Jacques. Pour les comparer, il suffit de citer l'un et l'autre dans leurs chansons d'amour. Brel, lui, dit à la fin de sa vie, je ferai un domaine où l'amour sera loi. Où l'amour sera loi et où tu seras reine. Claude François lui dit « Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. » Alors perso, vous m'excuserez, j'en ai connu des jours pourris. Le choix est vite fait, d'un avis féminin, nous sommes à 3-1 pour la Belgique. Si on parle de musique un peu plus récente, on peut reprendre exactement le même principe, mais dans des tendances actuelles musicales.
Quand Stromae, jeune chanteur belge de 28 ans, déclare sa femme, il dit, je cite, « Tu étais formidable, j'étais formidable, formidable, voilà. Nous étions formidables. » Quand Kinvey, chanteur français de 30 ans, nous dit poétiquement « J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. » Digne d'un élève de CE1, la Belgique, par KO, marque à mon grand désespoir un point de plus. Nous sommes donc à 4-2 pour la Belgique. Même au niveau de la déficience intellectuelle, les Belges sont plus forts. Bon, vous me direz, nous avons dans nos rangs des armes de destruction massive. Vincent Magnou, Morandini, Vincent Lagaffe. La concurrence belge est tout de même bien rude et impitoyable. En effet, j'accorde le point à la Belgique qui survole toute compétition avec un seul membre de leur communauté. J'ai dit Jean-Claude Van Damme. Nous sommes à 5-2 pour la Belgique. Au niveau du sport, j'ai pas envie de vous désenchanter sur la victoire France-Ukraine, inespérée, étant donné qu'elle était inespérée. Je sais que bon nombre d'entre vous ont complètement oublié leur esprit de patriote pour résoudre leur vile cupidité et ont parié sur l'Ukraine. Ne mentez pas, je suis sûre qu'il y en a. Cependant, d'après le classement des équipes nationales de la FIFA en 2013, la Belgique obtient une place honorable de 5e. La France, elle, berceau de Thierry Henry, Zizou, Fabien Barthez, est aujourd'hui classée pas loin derrière la Belgique, en 21e place, derrière notamment la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Je ne savais même pas qu'ils avaient des équipes nationales. Donc on est à 6-2 pour la Belgique. Pour ce qui est des conflits et des guerres, je mettrai la Belgique et la France au même pied de honte. Quant au Rwanda, les deux pays soutiennent le parti Hutu. J'ai préparé mon sujet pas loin de mes cours de Ils se sont aussi inclinés et laissés envahir lors de la Seconde Guerre mondiale. Et je n'accorde donc aucun point, ni à la Belgique, ni à la France. Pour conclure, je dirais que les plus ou moins fervents latinistes, ceux qui ont sué à grosses gouttes, sur la prose de Jules César au cours d'une de ces versions latines si chères à nos professeurs, ont sans doute eu connaissance de son fameux éloge au peuple belge. Je vais ce soir me résigner à confirmer les dires de l'empereur des empereurs, parce qu'on est quand même à 6-2 pour les Belges. Donc César a dit, peu après sûrement avoir bu quelques verres de vinum picatum, petite référence latine, fortissimi sunt Belgae. Je vous laisse traduire, les Belges sont les plus braves. Bravo! Il a prêté une oreille attendrie et respectueuse à un destin douloureux qui produit des chefs-d'œuvre. Et l'on espère que son envolée lui permettra, au contraire de Van Gogh, de conserver tous ses attributs pour séduire celle qu'il aime. Avant de commencer, j'aimerais déjà remercier mon staff, sans qui je ne serais pas là à l'heure actuelle, Manon Mono et Salomé Picard, vous pouvez les applaudir. Ouais. Margaritas ante porcos. Je dirais que je me suis dit parfait, ça part d'alcool. Mais non, un semblant de faux pour constituer un faux semblant. C'est une expression qui signifie dans notre bon vieux jargon français donner de la confiture au cochon. Heureusement qu'on ne prend pas au pied de la lettre le sujet qui nous fait un pied de nez, sinon je serais mise à pied directement. Bref, sujet bien trop latin pour moi. J'ai pourtant tout essayé, mais rien ne vient. Déployer des ailes plus grandes que soi, majores penas nido. Et je vous assure, du saucisson avec de la confiture, c'est aussi bon qu'assister à un cours de Bootman.
Arrivé dimanche soir, je me suis dit, allez Jeff, on se retrousse les manches, ça mange pas de pain, même si j'ai eu du pain sur la planche. Ouais, ça m'arrive de parler seul parfois, surtout après un ou deux verres. Au premier tour du concours, je m'étais tourné les pouces, là maintenant je touche du doigt le Graal la Farbien. Pour revenir aux bases du classicisme, celui qui a un but de lui-même, prétentieux comme le corbeau, se voit pareil à ce grand chêne. Il paraît fort, mais s'écroule face au roseau. Plus vulgairement, ce serait cet homme simplé, roulant en Ferrari pour le public, mais qui, lors du moment fatidique, emmène sa femme dîner au grec. 10 ans de mariage, ça se fait. Ils invitent au Procope pour les apparences, mais lorsque vient le moment des avances, ces individus, vantards mais idiots, ne savent pas ressortir au nodo. On retrouve aussi parmi nos amis les fourmis, ceux qui, chanceux, ont une femme en or. Or, ils la couvrent de tort. Prévoyant comme la cigale, ils la font chanter, persuadés que grâce aux perles, elles ne peuvent les quitter. Pour eux, c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Des sentiments tombés du camion, donnez-leur la planète, ils n'en feront que des miettes. Donnez-leur Bellucci, ils préféreront Zaya, Margaritas ante porcos. Ou pourquoi ne pas prendre l'exemple de ces lièvres, fiers de leur victoire certaine, face à ces pauvres tortues, moins hautaines et plus faibles, fournissant effort et peine. Il est en effet simple de jouir d'une victoire assurée, mais bien plus beau de la mériter. Tout aussi vulgairement, ce serait une génération d'un an, à valeur de 3 millions d'euros. Diams aurait dû vendre la mèche à Harpagon. 148 millions d'euros pour Booba et son « ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites ». Ou encore Ribéry, 245 millions d'euros pour « c'est quand qu'on a la balle qu'on court vite ». Margaritas ante porcos. Des rappeurs pour dénoncer les injustices sociales, La Fontaine l'a fait bien avant eux, de manière plus classe, et n'en ramassa pas plus. Peut-être aurait-il dû suivre ces exemples que son Booba, lègue Diams, footballeur, qui représente nos grands philosophes d'aujourd'hui. Ah non, j'avais oublié. Au XVIIe siècle, l'éducation était obligatoire. La vertu après l'argent, virtus post numos. Cher jury, même si certains d'entre vous vont bientôt coûter plus cher en bougie qu'en gâteau, je vous le demande, ne vaut-il pas mieux un anniversaire simplement riche d'émotions qu'un anniversaire richement simple en émotions? Comment apprécier le miel quand on n'a jamais connu le vinaigre? Comment prétendre être heureux sans jamais avoir été malheureux? Margaritas ante porcos. Pour finir, je citerai le roi Lot dans Camelot qui a dit « Ave César, rossa et rossa, mais spiritus rex ». Ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que ça fait bien de finir comme ça. Certains se seraient écriés, ferme-la. Mais au terme de sa prestation, même Cécile Reimer avait envie de lui dire « Entre, mon grand, la finale t'attend. » Antoine Fornas. Audire, tenere, lucum. Tenir le loup par les oreilles. Échec et mat ou échec au roi? La partie est-elle terminée ou me reste-t-il encore une chance de m'en sortir? Il me semble tenir le loup par les oreilles. Toute ma vie, j'ai menti. Menti à ce que j'aime par vanité, par peur de ne pas impressionner, de ne pas dominer, de ne pas être admiré. Menti à ceux que je dirige et que j'encadre au bureau, par peur d'avouer que je me suis trompé, que je n'y crois plus, que j'ai peur de voir ma position sociale s'effondrer, tel un château de cartes. Menti à moi-même, en me construisant une vie qui ne me ressemble pas, en refusant d'affronter cette évidence. Je suis dans un cul-de-sac. Je ressasse le refrain d'Alain Souchon.
On avance, on avance, on avance. C'est une évidence, il n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Est-ce pour cela que je refuse de faire demi-tour? Comment les grands menteurs de ces dernières décennies ont-ils vécu cette question? Échec et mat ou échec au roi? Ont-ils ressenti cette peur mêlée d'espoir que cette phrase ancestrale, tenir le loup par les oreilles, résume si bien? Madoff, le milliardaire, ne tenait-il pas le loup par les oreilles depuis le début de sa vie professionnelle? N'a-t-il pas finalement tenu jusqu'aux limites de ses forces? Jusqu'aux limites de ses forces pour sombrer brutalement? Ben Johnson, le prince déçu du sprint, n'a-t-il pas finalement dû lâcher une oreille du loup et avouer le dopage et la tromperie après avoir été accusé et donc emporté dans le scandale et le néant? Pétain, héros de la guerre première, a-t-il cru tenir le loup par les oreilles pour sauver la France ou pour sauver sa vie, son image, sa noble présence dans les livres d'histoire français? Laboratoire Servier, cigarettes Marlboro, Coca-Cola, McDonald's ou les grands opérateurs GSM par exemple, n'ont-ils pas décidé de tenir les oreilles du loup jusqu'au bout de leur force? Car il n'est plus possible de faire demi-tour. Et ils le savent. Ils sont dans un cul-de-sac. Et que dire de tous ces menteurs anonymes? Le chauffeur routier qui travaille 100 points sur son permis de conduire et qui continue malgré les convocations au tribunal. Ce pilote d'avion d'une grande compagnie, alcoolique, et pourtant chaque jour aux commandes, alors que ses collègues le savent. Et puis, ces dirigeants d'entreprise, aux noms évocateurs, qui ont raté le coche, comme on dit si bien, raté la marche technologique, et qui tiennent désormais le loup par les oreilles, face à des actionnaires, des salariés, pour tenir, tenir, et tenir encore. N'est-ce pas Nokia, BlackBerry, ou bien chez nous la Redoute, ou encore les piano players? L'issue de ces exemples m'entraîne alors dans le désespoir. Échec et mat alors? Il n'y a plus d'espoir? Je n'ai donc qu'à lâcher le loup. Le loup gagne à tous les coups? Je vais lâcher. Et puis, il y a cet appel, cet échange rapide avec celui que je respecte, qui est un grand malade, qui fréquente les hôpitaux depuis 20 ans. Celui qui aurait pu lâcher depuis longtemps face à la souffrance et à la déchéance. Celui qui tient le loup par les oreilles pour sa survie. Lui me dit non, échec au roi. Le loup peut mourir sur sa période. Il peut se lasser, il peut être emporté, il peut même être apprivoisé. Bats-toi, ne lâche rien, affronte, remets-toi en question. Si tu as l'envie et la force de te retrouver et de vivre ta vie, c'est possible. Retrouve-toi, sois celui que tu es vraiment. Tu verras, le temps sera ton allié. Tenir le loup par les oreilles, c'est une image. C'est l'image d'un combat, celui du combat de la vie. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Au contraire, c'est le commencement. Il fut la mascotte des sélections, il défia le grand François Lafargue. Il défia le grand François Lafargue en jouant François Lafargue. Et François Lafargue, la douba. Défiera-t-il ce soir François Rollin? François Batman. Et là, on va le dire avec mon entrain. Bon, aujourd'hui, on va parler latin. Aboeante, ab asino retro, astulto, undique caveto. Bien. Vous voyez ce sentiment qui te vite, là, ce petit... Ouais, c'est le truc fameux, genre... Qu'est-ce qu'il dit?
Eh ben, vous voilà dans le même état que moi, vendredi soir, comme l'a si bien dit mon cher concurrent Valentin, à minuit, entre deux verres, on ne sait pas vraiment comment réagir. Et donc, quand j'ai vu ce sujet, j'ai forcément pensé, sacré Stéphane, toujours le mot pourri. Donc, rentré chez moi lundi, après avoir longtemps torturé mon vieux dictionnaire de latin, j'ai trouvé un sens à cette phrase, ou plutôt un sens au mot. Ça donnait exactement vache devant, âne derrière. Méfiez-vous, fou partout. Bon, désespéré, j'appelle le seul, l'unique receveur qui se reconnaîtra dans cette salle et qui me dit, mais voyons, c'est une évidence. Prends garde au bœuf par devant, à l'âne par derrière, ouais, et à l'imbécile de tous les côtés. Non, non, Quentin. Aujourd'hui, on va pas parler de luxure animale. Latin a un sens. Eh oh, c'est bon, ça va 2 secondes. Non, franchement. A un sens. Quentin, ça a un sens. Et je vais tenter de vous faire adopter mon point de vue, mon opinion. Bon, la première explication qui m'est apparue, c'est celle de la vie. Où l'âne, étant l'animal qui est derrière, que l'on tire, qui est un fardeau, âne, qui a la réputation d'être un animal sot, d'être un animal, un bourriquet finalement, comme on pourrait dire, représente le passé, et finalement les bêtises qu'on a faites par le passé. Et pour appuyer finalement cet avis, je dirais, en citant, et pas n'importe qui, enfin, hein, Oscar Wilde, mais quand même, qui a dit « L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos », on retrouve du coup le côté fardeau, et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. Donc pour moi, l'âne, c'est une lanterne, c'est le passé. À ça, on peut continuer avec le bœuf. Physiquement, tout aussi éloigné de vous que l'âne, le bœuf symbolise, à mes yeux, le futur. Il est inébranlable, et nul ne peut arrêter le bœuf. Un bœuf qui charge, à moins de s'appeler Quentin Grimm, vous ne pouvez pas l'arrêter. Le bœuf est un animal fort, un animal dangereux. Et si on ne le voit pas arriver, ça fait mal. Quant à l'imbécile, je dirais, quant à l'imbécile, alors pour moi, il symboliserait tous les aléas de la vie. C'est beau, les aléas de la vie. De tous les côtés, il est l'obstacle inattendu. Maintenant, partons sur ma seconde opinion de la chose. Le sujet permet aussi de s'approcher d'un côté, comment dire, on pourrait personnaliser ces animaux et cet être qu'est l'imbécile. Numéro 1, le bœuf. C'est le gars qu'on voit arriver de bien loin, qui a la dégaine du mec dangereux, style j'ai des cornes, je vais me planter. Ce mec-là, vous le voyez arriver dans la rue, vous avez votre iPhone à la main, vous faites ok, vous partez très loin. L'âne. L'âne, c'est un animal qui se rue, qui envoie des coups de sabot, vous voyez, qui fait des coups dans le dos. L'âne, c'est le traître de votre vie. Anecdote, on pourrait parler du beau-père du roi dans Camelot, que vous devez bien connaître du coup, j'espère que l'acteur est sympathique, parce que moi, il génère chez moi de bons sentiments à l'écran, enfin il passe bien et tout, pour moi c'est sympa. Il est toujours à jouer le docile, et je me souviendrai toujours de cet épisode, le roi, dans un esprit complètement stupide d'ailleurs, décide de faire des sondages auprès du peuple pour se faire plus apprécier. Et il arrive à la question, pensez-vous que le beau-père du roi serait meilleur souverain? Alors là, le peuple étonnamment répond oui. Alors, le beau-père, ouais, va peut-être changer. Bon, voilà pour ma petite anecdote et mon petit exemple. Et finalement, l'imbécile. C'est le pire de tous. L'imbécile, c'est le synonyme affaibli d'un con. Et les cons, pour reprendre cette citation de Lucas, avant moi, et de Michel Audiard, les cons osent tout. Même créer une liste de nœuds.
Il surgit de nulle part. Hey, oh. Come on, put it down. Le con, il surgit de nulle part. Et il vous jette dans un puits sans fond, où les problèmes coulent à flot. Et vous pourriez tous regarder Quentin d'un air moqueur en disant « Oh, il s'en est pris plein la gueule !» Mais vous êtes un con. Toi, t'es un con. T'es un con. T'es un con. T'es un con. Ceux qui regardent aussi. Non, pas vous. Ah, ouais, si quand même, t'es un con. Et François, et je suis un con. On est tous des cons. T'es pas censé être heureux là. Bref, on est tous des cons. Les grands sont souvent appelés petits cons, quand les petits sont traités de grands cons. Pour la droite, les gauchistes sont des cons délibérés. Et pour la gauche, les fascistes de beaux cons invétérés. Eh oui, n'oubliez pas qu'on est toujours le con de quelqu'un. C'était Pierre Perret, un superbe chanteur d'ailleurs. Un petit bonus culture G, chanteur français. Bon, pour reprendre un exemple encore une fois de Kaamelott, si vous regardez, il y a Sir Perceval. Bon, Sir Perceval, c'est le gars qui représente parfaitement la définition du con qui ose tout. Pendant un traité hyper important avec les puissances orientales, etc., alors on vous dit qu'il faut roter à table parce que c'est poli, etc., le sultan rote et lui, il arrive à sortir, il est quand même bien dégueulasse. Mais pour un exemple plus concret, pour voir ce qu'est un imbécile, un exemple plus concret, ouais. Enfin bref, un imbécile, ouais, c'est quelqu'un qui cause pas. C'est quelqu'un, voilà, pour vous donner un autre exemple, je t'embrasserais bien, mais je suis pas sûr que tu le prennes. Voilà. C'est quelqu'un qui ose tout et n'importe où, Sarah, épouse-moi maintenant, là, tout de suite. Ah oui! Ah oui! C'est capable de tout oser, je suis un con, et Quentin aussi est un con, et Antoine est un con, Monsieur Ancel est un con. Monsieur Lafargue, non. C'est l'exception qui confirme la règle. Ah ouais, ça c'est du homemade, hein, ça s'appelle Batman, il faut savoir se débrouiller un petit peu. Donc maintenant que vous surveillez tout le monde autour de vous en disant ah, c'est peut-être un con, je sais pas ce qu'il va me faire, ça se trouve c'est un âne, il va me frapper par derrière, voilà. Ouais, lui devant je le sens bien, c'est un bœuf, il va m'attaquer, enfin bref. N'importe qui donc, peut-être un âne, un bœuf ou un con. Mais laissez-moi apaiser vos souffrances. Et oui, je peux pas vous poser un problème comme ça et ne pas vous donner la solution. Donc, je vais vous donner ma solution. Ma solution pour vous protéger contre ces sadiques, ces hommes, ces femmes assoiffés de douleur, qui vous donnent des sujets horribles. En un mot, c'est sauvage. Qu'est-ce qui nous protège? Qu'est-ce qui nous protège des dangers du temps? Alors là, si vous me répondez l'anti-riche, je vous tue. Moi, je vais vous répondre. Avant tout, la famille. Maman, papa, le frère, la sœur, tonton Lafargue, applaudissements. Les amis, évidemment, les amis. Quentin, Amine, Antoine, Stéphane. Alors quoi de mieux comme protection que les deux réunis? Et quel meilleur endroit pour voir les deux réunis que l'ESG? À l'ESG, les amis viennent à foison. Je n'ai jamais rencontré des personnes aussi extraordinaires que ceux qui portent le papillon. Mais la famille aussi. Moi j'ai rencontré mon tonton ici. En plus c'est un petit homonyme et tout, enfin voilà. Donc on a tonton Lafargue, et cette année, on a même un parrain. François. Applaudissements s'il vous plaît. Avec cette famille, avec ses amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens porté, protégé, inatteignable.
Sauvage, aléa de la vie. Et toi, Chronos, titan qui représente le temps, je vous attends de pied ferme, car je sais qu'il y a un bœuf de mon roi, un âne derrière, et des cons tout autour. Elle a conforté François Lafare qu'il fallait faire ce que l'on aime pour être aimé, et Dieu sait qu'il aime ce qu'il fait. Elle va mettre à nouveau en application le thème de son premier passage, Sandra Fetter. Bonsoir. Alors, moi j'ai juste écrit une fable. Lumière, s'il vous plaît. Alors, ma fable s'appelle c'est le mouton et l'agneau. Alors, au fond d'une forêt sauvage, au sein d'un heureux village, se côtoyant quotidiennement, moutons et agneaux cohabitaient périlleusement. En effet, les moutons s'occupaient aux activités réjouissantes, tandis que l'agneau, prudent et tempérant, ne se mêlait pas aux occupations similaires. L'agneau, d'une simplicité sans égale, était connu pour sa chasteté légendaire. Il ignorait à quoi s'occupaient les moutons enfantins et légers, mais préférait son cocon isolé. Les moutons s'en étonnèrent. « Ne veux-tu pas nous accompagner à quelques sauteries ?»« Non, je préfère rester chez moi, » répondait constamment l'agneau. Les moutons ne connaissaient plus de limites et ne cessaient de se distraire nocivement, alors que l'agneau continuait à jouir de plaisirs modestes tels que les balades près de l'étang. Les simples d'esprit sont les plus heureux, c'est concevable. L'agneau, dans notre histoire, ignorait ce que faisaient les moutons, et l'on ne désire pas ce que l'on n'imagine pas. Regardez, humains, c'est chez vous que j'ai puisé cette morale. Pour vous le prouver, je vais l'illustrer. Il était une époque bien connue de certaines personnes qui le connaissent bien, où le plaisir ne résidait pas dans les mêmes choses. Jadis, les enfants s'amusaient de la simple présence de leurs amis, des jeux de dames, de la marelle, la bicyclette, la planche à roulettes. L'idée d'une promenade au bois les enchantait au plus haut point. Les relations en face à face étaient privilégiées, les dîners étaient sacrés, remplis de rires et de gaieté. Les divertissements simples étaient préférés. Aujourd'hui, on réclame toujours plus. Les enfants ne se contentent plus d'un simple cactus. Les nouveautés dictent leurs envies. Ils n'ont plus qu'en tête les nouvelles technologies. Et désormais, l'iPad mini dépasse les Barbies. On se crée une vie virtuelle qui pourra nous paraître plus belle. Au diable les Pokémon et vive les consoles. Avec Internet, on s'invente des idoles. On n'a plus toute notre tête. Les enfants ne s'amuseraient plus avec des galipettes. L'homme doit méconnaître pour être serein. En effet, on ne désire pas ce qu'on ne connaît pas. Ignotin nulla cupido. Elle fut la porte-parole des nuisibles, des rats, des cafards et des punaises dans leur lutte pour ne pas devenir l'ami de l'homme. Elle vendrait l'invendable, Joséphine Le Haideux, Verdimen. Alors bonsoir à tous, moi aussi j'ai eu un super sujet qui m'a encore une fois beaucoup inspiré, donc j'ai décidé de vous parler de mon week-end. Samedi matin il m'est arrivé un truc génial, j'ai adoré, je me suis fait agresser dans le métro, parce que j'ai embrassé ma copine dans le RER.
génial. Par un père de famille donc, qui est venu nous voir et qui a commencé à nous dire que c'était dégueulasse et que c'était pas normal. J'ai envie de lui demander aujourd'hui qu'est-ce qui est normal de toute façon. Enfin bon, il est venu nous parler, il a commencé à dire pas devant mon fils, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais vous faites pas ça devant mon fils. Nique sa mère, pas devant mon fils. Bravo l'éducation, on apprécie énormément. Alors j'aimerais rebondir là-dessus pour vous parler un peu de la notion norme, parce qu'en fait ce qui m'a le plus attristé quand cet homme est venu vers nous pour nous insulter, c'est pas tant le fait qu'un inconnu me reproche de vivre ma vie comme je l'entends. C'est plutôt le fait que cette haine, elle vienne, excusez-moi de critiquer la société, mais de la société effectivement. Parce que si les homosexuels étaient pleinement acceptés aujourd'hui, ils seraient jamais venus nous crier dessus. Et d'ailleurs, si j'avais été avec un garçon, je crois pas qu'il serait venu nous engueuler, quoi. Jamais dans un film, pour la dernière scène d'amour, quand ils se retrouvent sur le quai de la gare, t'as un mec qui arrive pour les engueuler. Écoutez les gars, pas de bon donc voilà, la notion norme, en fait, je pense que l'un des gros défauts de l'homme, c'est qu'on a tendance à accepter quelque chose dès lors qu'on nous dit que tout le monde pense comme ça et que c'est comme ça. Et la norme, souvent, c'est de là que ça vient, et parfois il y a des mauvaises normes qu'il faut savoir contrecarrer, je pense. Et donc, pour continuer sur la société et sur la norme, j'aimerais vous définir le bonheur selon Saint Augustin. Saint Augustin a dit le bonheur, c'est l'harmonie entre la pensée, l'action et la parole. Si on se plie à des normes, comment est-ce qu'on pourrait être heureux? On ne pourrait jamais être en harmonie entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Je pense que l'anarchie, c'est pas vraiment. Où j'en ai... oui, bien sûr. Oui, alors voilà. Je pense que si on réfléchit tout le temps selon une norme, ça voudrait dire qu'on chercherait toujours à vivre pour plaire à tout le monde. Mais vivre en se souciant toujours de ce que les autres pensent, est-ce que c'est pas déjà mourir? C'était pas bon? D'ailleurs, je me demande si l'homme est doté d'une conscience propre, pourquoi est-ce qu'il devrait toujours chercher à se conformer au reste du monde et à répondre à des normes? On se souvient jamais des gens qui répondent aux normes. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de faire comme tout le monde? Est-ce que Gandhi, on s'en souviendrait s'il avait poursuivi ses études d'avocat et s'il avait poursuivi les normes, s'il avait accepté les normes de sa société? Qu'est-ce que serait devenu l'Inde si Gandhi était resté un avocat lambda? Donc, je n'appelle pas à l'anarchie, mais je vous conseille de vivre selon vos propres règles. Enfin, je pense que ce sont les hommes qui se rebellent qui font l'histoire aujourd'hui. J'aimerais vous parler de Rosa Parks, parce que j'ai dû apprendre sa vie pour mon sujet d'anglais l'année dernière à l'oral. Et donc Rosa Parks, si elle ne s'était pas rebellée dans ce but, si elle ne s'était pas levée pour refuser de donner sa place, il y aurait peut-être toujours la ségrégation aux États-Unis. Enfin, ils ne sont pas aussi complets. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec le poète Horace, qui a dit pour se vanter de ne pas chercher l'acclamation de la foule, mais plutôt l'approbation des gens debout, Audi profanum vulgus et arceo. Ouais, j'ai oublié d'écrire la traduction. Mais grosso modo, ça donne « Je hais le vulgaire profane et je lui demande de s'éloigner ». De vos prestations, bougez pas. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté. C'est un concours pour vous en fait, hein. C'est évidemment pas pour le jury, même si ça, je parle à titre personnel, ça m'a fait très plaisir d'assister à toutes ces séances, assez égoïstement, mais c'est pour vous donner la possibilité de vous exprimer, la possibilité effectivement d'être vous-même, d'exploiter pleinement vos individualités, penser à contre-courant, réfléchir tout le temps, exercer le rire comme François Rollin le fait depuis tant d'années, un rire intelligent, un rire qui va contester, disons, l'ordre établi. Je laisserai évidemment le dernier mot à François Rollin, si vous avez il fallait bien s'attendre, à un moment donné, on a tellement parlé de vous durant toutes ces interventions, juste si vous voulez clore un petit peu ce concours. Finalement, ces 4 sessions qui ont été un succès en termes de participation, 37-38 participants, 4 sessions remplies. On n'a pas pu avoir l'amphi ce soir, mais je pense qu'il aura été quasiment plein, et qui sera évidemment réitéré
On va installer ça chaque année et ça sera la vitrine de l'ESG. Vous pourrez vous dire, j'étais à la première session de ce concours. Si vous voulez... Alors, le jury va délibérer Et bien évidemment, on va délibérer entre nous. On va donner d'ici 10 minutes les résultats. Donc les trois meilleurs, premier, second, troisième, on remettra officiellement des jolis cadeaux. Attention. Bravo. Ça nous fait plaisir. Mais alors, je suis embarrassé parce que je ne peux pas vous refuser la prise de parole que vous me demandez, mais en même temps, d'une part, je n'ai rien préparé, ce qui n'est pas un handicap insurmontable, mais surtout, je n'ai rien à dire d'autre que bravo et bonne chance à tous ces intervenants. Donc j'étais joyeusement au spectacle pendant cette heure et demie. Donc voilà, mais j'ai l'impression que tout ce que je pourrais dire d'autre apparaîtrait et serait sentencieux et prétentieux. Donc non, juste bravo, chouette, quand vous voulez, bienvenue. Ah bah alors attention, non mais dites pas ça, parce que là, ça va être chaque semaine. En tout cas, merci beaucoup de votre venue. Allons-y. Alors encore merci à tous de votre présence. Nous allons annoncer donc les trois vainqueurs. Donc on a un troisième, deuxième et premier. Donc les troisième et deuxième vont se pouvoir remettre une petite bouteille de champagne. À boire s'il vous plaît tranquillement chez vous et pas dans l'école ou sur le trottoir, s'il vous plaît. Voilà. Et puis le premier se verra remettre quand même le polo de l'école, le tout nouveau sweat. Voilà, s'il vous plaît. Toujours à l'effigie de l'école. Allons-y. Alors, je prends. Donc troisième. Anna Albertini. Félicitations. Deuxième, Lucas. Alors pour la première place, c'est vrai que le jury a longuement hésité, mais on a tenu quand même à valoriser, et je le rappelle, parce que c'était assez particulier cette prestation, on a énormément apprécié, parce qu'il faut bien rappeler que c'était un concours d'éloquence. Et on a trouvé clairement qu'il y avait quelqu'un qui se distinguait vraiment, qui était plus éloquent que les autres, et c'était Antoine. J'espère qu'on a lancé donc la première édition et que la suite sera couronnée de succès et qu'on va pouvoir installer durablement ce concours chaque année. Voilà, encore merci. J'ai gagné du champagne. On a eu des bouteilles. Et je ferai ma tournée à 60 personnes qui sont venues nous voir. Ouais.
Merci. C'est génial. Merci, média.